On va donc parler de la situation d'un point de vue militaire aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai donc deux personnes à mes côtés aujourd'hui. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'abord d'être présent ici. Je vais vous présenter tous les deux. Héloïse, pour commencer, Héloïse Fayet, tu es chercheuse à l'IFRI. Je ne sais pas si on dit, oui, on dit IFRI. Oui, on dit Ça se prononce IFRI comme ou ça. Institut français des relations internationales pour avoir la version longue. La version complète, spécialiste du nucléaire militaire. C'est essentiellement de ça dont on va parler aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a aussi une question sur les centrales nucléaires présentes en Ukraine. Mais là, on va parler notamment principalement de l'arme nucléaire, parce que C'est ça. il y a déjà de quoi dire là-dessus et pas mal de questions sur le sujet. Et Xavier Titelman, merci beaucoup pour ta présence aussi. Tu es un ancien aviateur militaire, spécialiste en veille opérationnelle. Certains t'ont peut-être vu ou découvert avec une vidéo que tu as eu l'occasion de poster il y a quelques jours, il y a tout juste hier ou il y a 2 jours, c'était lundi, où tu reviens sur les avancées militaires de la Russie en Ukraine, les difficultés aussi auxquelles la Russie fait face. Et donc forcément, c'était une vidéo déjà, je pense, très claire qu'on va mettre en description pour ceux qui veulent la découvrir. Et ça va être l'occasion là de pouvoir prolonger la discussion et de répondre à un maximum de vos questions dans le chat. Du coup, n'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, à les mettre dès maintenant et on va pouvoir comme ça les reprendre. Premier élément que je voulais voir avec vous, c'est donc, avant de parler de la question du nucléaire, c'est la question des avancées militaires actuellement de l'Ukraine. On a beaucoup entendu ces derniers jours que la Russie faisait face à des difficultés, qu'elle faisait face à une résistance importante de l'Ukraine. Ça a fait la une de pas mal de médias. Dans quelle mesure est-ce que c'est le cas ? Est-ce que, Xavier, la Russie fait face à de grandes difficultés aujourd'hui ? Alors, il y a une certitude, c'est qu'elle ne s'attendait pas à rencontrer ces difficultés. On a en plus des articles qui sont étonnants. Ils ont publié par erreur certains articles, ils sont revenus en arrière dessus, ils ont essayé de les cacher, sauf qu'on a le cache Google. Ils pensaient prendre Kiev en 2 jours. Donc, ils avaient préparé leurs militaires avec des rations alimentaires pour 2 jours, avec de l'essence pour 2 jours, sauf que les situations, évidemment, sont catastrophiques sur le terrain. Ils ont une résistance qui était totalement inattendue. Il y avait du matériel qui a été modernisé en Ukraine alors qu'ils s'attendaient à trouver sur une armée de pouilleux. On leur a donné du matériel, de quoi se défendre pour avoir une guérilla. Et réellement, aujourd'hui, les Russes ne sont pas prêts face à tout ça. Et c'est d'ailleurs une question qu'on peut se poser. On parle de la Russie, on parle d'une puissance militaire majeure. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une puissance militaire aussi majeure, qui, de fait, on a bien l'impression, prépare une invasion potentielle depuis bien longtemps, la question des militaires, des quasi 100 000 militaires à la frontière entre l'Ukraine et la Russie, ça fait déjà longtemps que c'est le cas. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer un tel niveau de surprise sur l'avancée, sur la difficulté aujourd'hui, alors qu'on parle quand même de la Russie ? Mais c'est une surprise de notre point de vue. Tous les observateurs sont désespérés par l'incapacité de la Russie à atteindre ses objectifs. Normalement, dans les premières heures, quand ils ont balancé des dizaines et des dizaines de missiles de croisière, c'était pour mettre à mal, pour qu'il n'y ait plus aucun avion de chasse ukrainien qui puisse décoller, pour qu'ils aient plus de défense aérienne. 10 jours après, l'Ukraine continue à faire voler des avions de chasse, continue à faire voler des drones qui détruisent des tanks par dizaines. Ils ont un manque également, pour l'aviation, de munitions de précision. Et ça, pour les Russes, c'est super important. Comme ils n'ont pas de munitions de précision, ils ont l'obligation de voler très bas. Et pour pouvoir compenser, pour essayer de viser quand même un petit peu mieux. Mais en volant très bas, ils se mettent à portée de tir des missiles qu'on a distribués par milliers depuis maintenant quelques semaines et qui sont maintenant disséminés sur tout le territoire. La Russie perd des avions qui coûtent des dizaines de millions de dollars chaque jour parce qu'ils n'ont pas les munitions de précision qui vont avec ces avions de 4e génération. C'est invraisemblable. Personne n'avait prédit ça. Donc il y a un souci d'équipement qui surprend visiblement pas mal de personnes. Là, on a des images. C'est des images de quoi qu'on voit ici ? Là, c'est un hélicoptère, c'est un Mi-24, si je ne dis pas de bêtises, qui est intercepté par un système Stinger. Donc, c'est les missiles solaires de basse altitude qui coûtent absolument rien, qu'on a distribués vraiment par milliers. Il y en a partout sur le territoire. Et comme il y en a plein, normalement, ces hélicoptères ont des systèmes de défense, des sortes de feux d'artifice qui sont chauds et qui vont attirer le missile. Sauf qu'à force de se faire tirer dessus, ils ont utilisé tout leur leurre, et puis ils finissent par faire tomber. Et ils perdent tous les jours des hélicoptères et des avions de dernière génération. Est-ce que la surprise, elle tient aussi à la capacité de résistance venant de l'Ukraine ? Est-ce que ça, on pouvait s'y attendre ? Est-ce que c'est une surprise, la capacité qu'ont les Ukrainiens à résister ? Et ça tient à quoi ? Est-ce que c'est d'un point de vue d'équipement ? Est-ce que c'est d'un point de vue de mobilisation de la population ? Déjà, il y a beaucoup de gens qui imaginaient que parce que ça parle un petit peu russe,
les gens vont être pro-russes. Mais la réalité, c'est que les zones qu'ils ont essayé d'envahir jusqu'à maintenant sont celles qui parlent russe, et on voit qu'il y a une résistance démesurée. Les Ukrainiens, ils veulent pas se faire annexer une nouvelle fois. L'Est de l'Ukraine notamment, mais pas que. C'est une guerre de colonisation, ils veulent pas se faire coloniser encore une fois par la Russie, comme ils l'ont déjà subi plusieurs fois. Donc il y a réellement la population qui est là, on a les 200 000 militaires qui se sont pas effondrés comme on l'imaginait, parce que c'est vrai que dans la Crimée, dans les zones qu'ils ont annexées en 2014, là, il y avait des militaires qui ont changé de camp. L'amiral de la flotte a changé de camp et a rejoint les Russes. Et ils ont imaginé que ce serait comme ça partout. Sauf qu'aujourd'hui, les gens résistent, les gens sont bien armés. Et puis très clairement, le matériel qu'on leur a fourni est quand même d'une qualité élevée. Et il a été développé pour être efficace face à ces chars russes de l'époque. Et il y a quand même des éléments techniques qu'on ne comprend pas. Les Russes, qui sont censés avoir les meilleurs systèmes de défense aérien, le S-400, eh ben, les Ukrainiens, avec des missiles balistiques qui datent de la guerre froide, ils ont réussi à les tirer, à taper sur un aéroport russe en Russie, protégé par ce système le meilleur du monde, et ils ont réussi à perdre des Sukhoi 30 au sol. Les Russes, leur matériel qu'on pense être le meilleur du monde ne fonctionne pas. Et pour faire une sorte de cartographie, après on va prendre une première question là dans le chat qui me semble intéressante. Une première cartographie aujourd'hui de la situation, alors que les affrontements, ça fait plus d'une dizaine de jours maintenant qui sont présents et que cette invasion a débuté. Quelles zones sont contrôlées ou on estime contrôlées par la Russie aujourd'hui en Ukraine ? Alors, les fronts évoluent pas de la même vitesse. Le front sud, très clairement, c'est là qu'ils avancent le mieux. Ils ont pris quasiment 60-80 km dans les premiers jours. Et ensuite, l'armée ukrainienne s'est réorganisée et a mis en place une réponse opérationnelle qui a permis de réduire cette avancée à 10, 15, 20 km par jour. Donc le sud, ils ont pris déjà quasiment toute la côte, au prix de pertes qui sont colossales. En théorie, une armée qui attaque perd 2 fois plus de matériel qu'une armée qui se défend. Et donc là, on voit que c'est certainement encore beaucoup plus, étant donné la capacité des Ukrainiens à avoir cette guérilla qui s'organise une fois que les troupes sont avancées. Les autres fronts, c'est beaucoup plus compliqué. Notamment le front Est, ils n'ont pas avancé de 1 cm parce que ça fait 10 ans que les Ukrainiens se préparent à cette invasion. Le front Nord... Il faut quand même expliquer pour ceux qui n'ont vraiment pas suivi ce qui s'est passé ces dernières années. Il y a de fait une guerre déjà et des conflits depuis des années maintenant à l'Est de l'Ukraine. 2014. Depuis 2014 notamment, avec c'est des conflits qui durent à l'Est de l'Ukraine, dans le Donbass notamment. Et l'objectif principal qui est Kiev, les Russes ont raté 2 assauts aéroportés. Ils ont pris 200 hélicoptères pour mettre l'élite de l'élite des soldats, des parachutistes qui sont arrivés sur place, qui se sont fait tuer, mais comme des débutants. Ils ont réussi une 2e fois sur un autre aéroport au sud de Kiev pour ouvrir d'autres fronts et pour pouvoir faire atterrir des avions sur place, pour donner de l'essence et de l'alimentation. Raté encore une 2e fois. Et d'ailleurs, sur Kiev, on entendait parler il y a environ une semaine d'un convoi militaire de 64 km de long. Qui n'est toujours pas arrivé. Exactement. qui était en direction, qui était tout proche. On disait, il y a d'ailleurs des comparatifs qu'on voyait sur Twitter de montrer la distance. C'était en gros la banlieue parisienne, etc. Et dont on parlait. On disait, ils vont arriver à Kiev et ils vont rentrer dans la capitale ukrainienne. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, ce convoi de 64 km Qu'est-ce qu'il est devenu ? Alors, les Ukrainiens ont été simplement bien organisés. Ils ont tapé, ils ont cassé tous les ponts, ce qui a imposé aux Russes de tous se retrouver sur un gros embouteillage de 60 km de long, effectivement, et ils ont laissé avancer les Russes, ils ont cassé le pont qui était derrière eux, et ils ont détruit 10 km de véhicules qui étaient les uns derrière les autres, coincés avec de l'artillerie. Donc les Russes ont réussi à perdre une armée qui était largement dominante par rapport à ce qu'il y avait en face. Et les 60 km qui restent, qui sont derrière, a priori, n'ont même plus d'essence. Sauf qu'avoir plus d'essence, certes, on ne bouge pas. Sauf que dans une armée, pour par exemple avoir votre défense aérienne, vos radars, ils ont besoin d'essence pour fonctionner. Donc c'est devenu une grosse cible. Et le dernier élément qui date d'il y a 4 jours, c'est qu'a priori, l'armée ukrainienne, du coup côté ouest, qui n'a pas commencé sa guerre, a réussi à couper cette colonne de 60 km de ses arrières. Okay. Ils n'ont plus de ravitaillement. Et on a des remontées des soldats russes qui disent on n'a pas dormi, on n'a plus de nourriture, ils essaient de piller dans les magasins, leurs véhicules ne marchent plus, on a peut-être 10, 20, 30 000 Russes là qui pourraient être piégés sans aucune solution. Il y a une question dans le chat qui me semble assez intéressante. On va parler, pour ceux qui demandent du coup, de la question du nucléaire avec Héloïse Faillet dans quelques minutes, parce que forcément, c'est des questions qui sont bien présentes. Une question là qui vient de Rebaby Pilote. Après, lui dit en gros, les Russes n'ont pas déployé en soi toute leur armée. On parle d'une puissance militaire majeure. Est-ce que c'est pas juste une question de temps avant qu'il y ait une forme de, entre guillemets, avec des très grosses guillemets, de rouleau compresseur qui se lance là-dessus Inexorablement, la Russie est tellement supérieure qu'elle avancera.
et elle a certainement la capacité, en tout cas, d'occuper la moitié est du pays. L'Ouest, je pense qu'ils vont laisser tomber parce qu'en plus, la Biélorussie vient d'annuler son invasion. Elle dit finalement, non, c'est trop dur, les Russes, vous allez-y tout seuls. Donc la Biélorussie, qui devait prendre le front et empêcher de la Russie, allié de la Russie, qui devait empêcher les ravitaillements depuis la Pologne, a laissé tomber. Donc les Russes sont vraiment mal. Donc le temps et les milliers d'hommes qu'ils vont perdre fera qu'ils arriveront quand même à prendre probablement l'Est du pays. Par contre, l'envahir, c'est une chose, le tenir. Les Américains en Irak en 2004, ils ont envahi le pays. Mais le tenir, ils n'ont pas réussi. L'Afghanistan pour les Russes, enfin pour l'URSS, puis pour nous derrière, ça a été une catastrophe. Donc tenir ce pays, mais dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, même s'ils arrivent à l'envahir, je pense qu'ils seront obligés de reculer parce qu'on parie sur cette guérilla et on prépare cette guérilla qui va être longue. Et puis qu'est-ce que Poutine ferait à tenir l'Ukraine? Son objectif, ça reste quand même a priori de renverser le gouvernement, même si récemment il s'est exprimé en disant que peut-être en fait non, c'était pas l'objectif, et donc il veut pas s'encombrer effectivement d'une guérilla en fait qui serait quasiment impossible à vaincre sur le long terme. C'est une vraie question d'ailleurs, je pense qu'il mérite d'être posée quand on parle des avancées militaires de la Russie. C'est l'objectif concret de Poutine. La France, il y a quelques jours, disait que Macron, après son entretien avec Vladimir Poutine, Poutine lui aurait dit que son objectif était clairement de s'emparer de toute l'Ukraine. Est-ce que vous pensez que c'est toujours le cas aujourd'hui? Visiblement, non. C'est ce qu'ils voulaient. Et cet article, justement, de RIA Novosti, qu'ils ont publié par erreur, dit on va annexer l'Ukraine pour faire un grand pays. Donc, ils voulaient vraiment faire en sorte que l'Ukraine revienne dans le giron russe. C'est inapplicable aujourd'hui. Ils ont des levées de boucliers face à la population qui ne souhaite pas ça. Donc, ils ne pourront pas le faire. Donc, il faudra réviser ces objectifs à la baisse. Mettre un gouvernement fantoche à Kiev, qu'est-ce que la population va accepter qu'on leur mette un gouvernement pro-russe? Je pense que ça va être compliqué. Vous avez 40 millions d'Ukrainiens énervés, là. Ça va jamais tenir. Donc, ils vont prendre certainement une partie du territoire, ils vont le modeler, ils vont faire une épuration ethnique pour n'avoir que des pro-russes dans cette zone-là. Peut-être que du coup, ça va tenir, mais ça va être très lourd. Les Américains ont estimé que pour tenir un territoire comme l'Ukraine, il faudrait 500 000 soldats russes en permanence sur le territoire. Ils ne les ont pas. Ouais, ils n'ont pas moyen de les mobiliser sur les objectifs, selon toi, de Vladimir Poutine dans la situation actuelle. C'est plus mesuré aujourd'hui, il n'y a plus cet objectif. Oui, effectivement, au début, on estimait que c'était aller directement à Kiev avec, par exemple, un convoi de blindés et puis des attaques aériennes pour renverser le gouvernement. Bon, ça n'a pas fonctionné, donc peut-être que maintenant, il se retrouve un petit peu coincé, et puis il voit bien qu'il a de plus en plus de sanctions. Peut-être qu'il se rend compte qu'il s'est lui-même en fait mis dans cette situation qui est très difficile et il ne peut pas s'en sortir. Une situation pas forcément évidente pour la Russie, on le comprend en ce moment. Je reprends des questions dans le chat qui sont présentes ici. Alors déjà, une question par ailleurs de méthodologie qui est intéressante pour voir notamment toi ton travail, Xavier, avec la vidéo que tu as pu poster notamment il y a tout juste 2 jours. On voit que c'est un travail de documentation qui est important. On voit le positionnement des différentes armées. Et ce travail-là, comment est-ce qu'il fonctionne? Comment est-ce que vous le faites? Parce que c'est pas des données qui sont transmises comme ça par la Russie ou par l'Ukraine publiquement. Donc comment se fait ce travail de recherche sur un conflit comme celui-ci aujourd'hui? C'est quelque chose qui était assez étonnant. Les gens ont toujours Twitter, LinkedIn, ils ont tout. Parce que la Russie, aussi étonnant que ça puisse paraître, utilise le réseau téléphonique local par défaut d'avoir des systèmes cryptés qu'on attend d'une armée de ce niveau-là. C'est bien qu'ils ne peuvent pas couper Internet et le téléphone, puisque sinon eux-mêmes ne peuvent plus communiquer. Ce qui fait que les gens peuvent continuer à partager des milliers de messages chaque jour. Moi, après avoir quitté l'armée, j'ai travaillé pendant 4 ans à la direction de la sécurité civile et de la gestion de crise, et j'ai mis en place tout ce qui était veille opérationnelle des médias sociaux au profit des secours, au profit des pompiers. Et c'est la même méthode de veille et de validation, en fait, avec une petite équipe d'une dizaine de personnes, l'école de guerre économique, l'Institut des hautes études de défense nationale, et RE Cosmos, évidemment, le magazine. On a fait une carte collaborative sur laquelle on plotte. On a vu des tanks à tel endroit. On a vu des tanks détruits à tel endroit. Donc on voit le front qui bouge. Et quand vous dites on a vu, c'est à partir de photos, de vidéos qui peuvent circuler sur Internet et de ce travail de recherche qui se fait parfois de façon collaborative en ligne pour vérifier, là, ce qui est tombé, la vidéo de l'hélico qu'on a vu tout à l'heure, c'est tel hélico potentiellement, il était là parce qu'on a vu que ça. Exactement. Et c'est un travail qui se fait... on arrive à géolocaliser énormément d'informations. Parfois, c'est juste déclaratif, mais souvent, on arrive à reconnaître des bâtiments détruits, on reconnaît des immeubles, tout simplement. Et ça permet de voir les troupes qui avancent
Et puis 2-3 jours après, on voit ils sont plus là. Et puis après, on voit des tanks cassés. Et puis on voit que c'est les mêmes numéros de série. Donc en fait, on voit le front qui avance, qui bouge, qui recule. Il avance quand même inexorablement pour les Russes, mais avec énormément de douleur. Et c'est intéressant aussi parce que cette carte maintenant collaborative est aussi utilisée par des gens qui fuient le pays. On sait où sont les ponts cassés, donc ils savent par où ils peuvent passer. Et ça, c'est intéressant parce que c'est pas juste du journalisme. Il y a vraiment des gens sur le terrain qui utilisent cet outil maintenant. Donc c'est un outil aussi qui peut être utilisé sur le terrain avec ces données-là. Une autre question qui est arrivée dans le chat, c'est une question de Chevalier qui dit: Chevalier Cru, comment est-ce qu'on peut lancer une telle offensive sans réfléchir son plan en amont? J'ai l'impression que la Russie improvise. Alors ça rejoint un petit peu le sentiment qu'on avait à l'instant, et on suppose qu'il n'y a pas eu d'improvisation en soi sur une telle opération, mais il y a toujours ce décalage de dire c'est une chose que ce soit compliqué, c'est autre chose d'avoir ce sentiment que parfois des plans qui sont prévus, le convoi dont on parlait tout à l'heure, un tel plan d'une telle envergure, alors qu'on parle d'une attaque peut-être prévue depuis bien longtemps, se retrouve à échouer aussi rapidement. Mais ils ont sous-estimé leur adversaire, il n'y a aucun doute. Ils pensaient que ce serait comme la Crimée, où ils ont arrivé, il n'y avait pas de résistance, ils ont fait un faux vote, ils ont eu 90% de rattachement, et c'était gagné. Ils ont réellement, à mon avis, pensé que ce serait facile de la même manière partout. Et donc, même on a maintenant des soldats russes qui font défection ou alors qui se font attraper puis qui expliquent. On a quand même les transcriptions exactement de ce qu'ils disent. Et ils nous disent, nous, on nous a dit d'y aller là-bas, que c'était comme un exercice. Et puis, ils ont découvert qu'ils se faisaient tirer dessus une fois qu'ils étaient sur le terrain. Ils pensaient être accueillis en libérateurs. Les premières troupes qui ont voulu rentrer dans Kiev, donc les Russes, étaient des troupes de maintien de l'ordre. Ils n'ont même pas mis des blindés en premier, ils ont mis des mecs avec des CRS. C'est une confiance en eux qui est peut-être démesurée par rapport à la situation. C'est peut-être possible aussi qu'ils n'avaient pas anticipé un tel élan de soutien envers l'Ukraine et puis autant de fournitures d'armement de la part de l'Union européenne qui jusqu'alors n'était pas non plus un champion de l'Europe de la défense. Et peut-être que là, justement, le régime russe n'avait pas anticipé une telle fourniture d'armes. Une mobilisation et populaire via la population. Ouais. Ce qui peut d'ailleurs, on l'entendait ces derniers jours, peut-être démotiver une partie des troupes russes qui parfois se retrouvent dans une guerre qu'ils n'ont pas forcément voulu et se retrouvent mobilisés et aller sur le front d'un moment à l'autre. Et chaque jour qui passe, la semaine dernière, il y a 4000 missiles anti-chars qui sont passés. Et les Américains n'avaient pas encore commencé à en donner, ils arrivent qu'aujourd'hui. La France a commencé à les donner aujourd'hui, donc ça accélère. Chaque jour qui passe, ça va être encore plus douloureux pour les Russes d'avancer. Et justement, ça pose une question majeure. À partir de là, qu'est-ce qui peut se passer dans les prochains jours? Forcément, on ne va pas faire de pronostic, c'est impossible de le dire, mais au vu de la situation actuelle, on a compris que les ambitions de Vladimir Poutine pourraient être un peu revues à la baisse aujourd'hui. Pour autant, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour les prochains jours? Au moment où là, on est le 9 mars, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour les prochains jours? Alors, ça fait 15 jours qu'on annonce l'assaut sur Kiev pour le lendemain. On a parlé de bataille de Kiev dès le troisième jour de guerre, il me semble. Nous, on disait que c'était pas possible parce qu'il fallait quand même encercler en partie la ville et puis que le seul pont qui fonctionne, il n'est pas suffisant pour envahir. Je veux dire, le pont, s'il est là, on le casse et c'est fini. Donc, il faudra au moins une dizaine de jours. Si les Russes commencent à accélérer et que les Ukrainiens, la défense commence à s'effondrer, il faudra au moins 10 jours pour encercler Kiev. Ensuite, une armée qui attaque une ville et qui met la violence et qui est très bien organisée et qui n'a pas de problème d'approvisionnement, elle avance que de 1 km par jour. Okay. Kiev, c'est 900 km². Donc la bataille de Kiev, ça va durer des mois. Et une fois qu'ils l'auront pris, ce sera peut-être comme Grozny, il faudra peut-être la reprendre une deuxième fois parce que finalement, ils se sont réorganisés pour se défendre derrière. Donc la bataille de Kiev, rendez-vous en avril pour qu'elle soit réellement finie. Et sur le reste du territoire, par contre, on peut imaginer qu'une partie de l'armée va quand même s'effondrer au bout d'un moment. Peut-être que l'armée russe va accélérer, mais à l'inverse, si leurs problèmes d'approvisionnement, qui sont accélérés par les Ukrainiens qui font exprès de taper les camions avec leurs drones et tout le reste, ils arrivent à taper ces camions-là, et même des trains. Les trains de ravitaillement ont été tapés par ces petits drones qui coûtent que dalle. C'est un succès incroyable pour ces drones. Une ou deux dernières petites questions avant de parler du nucléaire, parce qu'il y a énormément de questions sur le nucléaire aussi. D'abord, sur la question des zones d'exclusion aérienne dont on parle parfois depuis quelques jours. En gros, Zelensky, donc le président ukrainien, demande à ce qu'il y ait cette zone d'exclusion qui donc reviendrait à considérer n'importe quel objet volant, ou quasiment n'importe quel objet volant au-dessus des airs comme un ennemi potentiel, pour dire les choses très, très clairement. L'OTAN, donc l'alliance militaire menée principalement par les États-Unis aujourd'hui, ne veut pas.
Pourquoi est-ce que l'OTAN ne veut pas de ces zones d'exclusion et qu'est-ce que ça pourrait entraîner? Je te le laisse, celui-là. Oh, c'est pour toi aussi. Hein. Non, mais clairement, ça serait beaucoup trop dangereux parce que ça amènerait en fait des avions de l'OTAN en Europe à potentiellement engager, donc tout simplement cibler des avions russes et on irait directement au conflit entre OTAN et Russie, ce que aucune des deux parties, enfin en tout cas l'OTAN ne veut pas. Mais si tu as des compléments... Non, mais d'un point de vue humanitaire, c'est ce qu'on a fait dans des guerres précédentes. L'Irak, ils n'avaient pas le droit avec leurs avions de chasse de dépasser je ne sais plus quel parallèle. Donc on leur interdit, mais ça veut dire qu'on est en face et qu'on est capable et qu'on se permet de détruire des avions russes. Et là, c'est une guerre officielle entre l'OTAN et la Russie dans ce cas-là. Donc c'est triste pour les Ukrainiens, mais je pense qu'on va continuer à leur filer des matériels qui peuvent tirer depuis l'épaule parce que ça a finalement beaucoup d'effets aussi. C'est très efficace. Ça se sent que l'OTAN ne le fasse eux-mêmes. Dernière petite question sur cette premier sujet. J'ai forcément ces derniers jours, comme beaucoup de gens, on a vu passer beaucoup de cartes, beaucoup d'éléments qui montrent l'évolution de tout ça. On a eu l'occasion de voir aussi ta vidéo, du coup, Xavier, qui illustre aussi la progression des troupes. C'est un sujet qui intéresse du coup pas mal de personnes qui veulent se plonger un peu pour mieux comprendre ce qu'il en est. Quelle est selon toi la meilleure façon de suivre un petit peu au quotidien cette question de l'avancée des troupes militaires, de voir la progression de tout ça avec des informations qui sont fiables? Ils peuvent contribuer à notre carte déjà, s'ils veulent participer. Donc cette carte collaborative dont on parlait. On a des petits groupes de travail, des petits groupes qui se focalisent en fait sur certaines zones. Mais par exemple, aujourd'hui, sur certaines villes, on en est même à regarder maison, bâtiment par bâtiment, où est-ce qu'ils en sont. Donc c'est évidemment difficile à suivre. Mais par contre, c'est vrai que la carte, elle permet d'avoir une vision globale de la situation. Où est-ce qu'ils en sont à tel jour? Est-ce que les frontières avancent? Est-ce qu'ils se permettent d'avancer avec des convois qui ne soient pas défendus? Aujourd'hui, on voit aussi des évolutions tactiques sur le côté ravitaillement. Ça, c'est notre carte qu'on voit. Et on voit qu'on a l'obligation d'accompagner les convois juste pour amener de l'essence avec des hélicoptères. Mettre des hélicoptères pour protéger des convois, ça veut dire qu'il n'y a plus d'hélicoptères qui sont disponibles pour être en première ligne. Donc ça veut dire que les hommes en première ligne vont avancer encore plus lentement que par le passé. Et chacun de ces petits points, on voit en fait, on peut trouver le tweet ou l'image ou la preuve de ces différents éléments. On va mettre le lien du coup de tous ces éléments en description de la vidéo YouTube et dans le chat maintenant pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, c'est un premier état des lieux important et je pense que forcément ça va évoluer dans les prochains jours, donc on aura l'occasion d'en reparler.